maschera di Sedon, Turbin. Salve, benvenuti e benvenuto a Sylvie Prat, direttrice delle sale cinematografiche del Centre Georges Pompidou, e a Massoumeh Laidi, che è a lungo collaboratrice di Abbas Kiarostami e che è anche co-sceneggiatrice di Copia conforme, il film italiano di Abbas Kiarostami. Alors, je ne sais pas, peut-être on va parler en français et on va simplifier. Alors, bienvenue et cette présentation, c'est pour plusieurs raisons. Cette conversation, ça a beaucoup de raisons. C'est le plaisir d'accueillir des amis à Bologne, comme Sylvie et Massoumeh. Avec Sylvie, on a collaboré pendant quelques siècles à cause de son activité au Centre Pompidou et de son festival. Et je salue la présence aussi de Sophie Mirouz, le festival de La Rochelle, festival jumelé à Bologne qui se tient normalement dans les mêmes dates de Bologne. Et donc c'est une de mes désespoirs annuels de ne pas pouvoir aller à La Rochelle, comme de Sylvie, de ne pouvoir jamais venir à Bologne. Mais cette année, à cause du décalage de date, Sylvie a pu venir pour la première fois depuis quelques siècles. Et puis, le plaisir de présenter un travail sur Kiarostami qui a été une des présences les plus fortes et aussi continuelle ici à Bologne. On a eu la chance de la voir quelques dizaines de fois chez nous, aussi au festival. Je me souviens d'une ouverture du festival il y a une vingtaine d'années avec une conversation formidable entre Peter von Bag et Abbas Kiarostami. Et donc, l'apparition en même temps du livre et l'ouverture de l'exposition sont des moments, je pense, très importants sur la connaissance, le travail que maintenant est à faire, le travail de continuer à étudier, à faire connaître et aller en profondeur à l'intérieur de cette œuvre immense de Kiarostami. Et donc, il y a les publications, il y a les DVD, il y a la présentation des films, mais maintenant, il y a aussi une exposition. Et je dois dire que nous, en tant que Cineteca, depuis une vingtaine d'années, on s'est mis à produire des expositions et c'est des occasions toujours formidables pour travailler d'une autre façon sur l'œuvre de maître. Parce que justement, il y a les films, il y a les études, il y a les publications, mais une exposition, c'est une occasion assez unique qui appartient un peu à l'art performatif. Donc, il y a une période, l'exposition est ouverte, il y a un public, il y a deux œuvres et il y a un rapport entre le spectateur d'une exposition et les œuvres qui est différent. On n'est plus spectateur, on n'est pas seulement de quelqu'un qui
lit un livre, qui apprend d'un livre, mais il y a un rapport très vif et très intéressant. Donc, comment raconter une exposition qui est... et ça, c'était une autre raison pour faire cette conversation, vu que c'est plus difficile qu'avant de voyager, et en disant aussi que je compte d'amener l'exposition Kiarostami à Bologne, pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, donc dans les nouveaux espaces qu'on va ouvrir au début de l'année prochaine, sous la place, et qui fera partie de notre projet Modernissimo, donc salle, la plus belle salle du monde, et un lieu d'exposition assez grand pour accueillir des expositions produites par nous, aussi produites par d'autres. Alors, comment présenter ailleurs une exposition? Ça, c'est la question. Déjà, moi, je voudrais, avant de répondre à cette question, je voudrais dire combien à Bologne et en Italie, vous avez de la chance d'avoir un tel festival. C'est extraordinaire. Donc, en effet, c'est la première fois que je viens. Et on est arrivé hier, en fin de journée, et découvrir des films sur une place avec de nombreux spectateurs, c'est vraiment extraordinaire et c'était un grand plaisir. Ensuite, donc merci Gianluca et on est ravis, Massoumé et moi et le Centre Pompidou, que cette exposition puisse arriver ici dans 2 ans. Raconter une exposition, c'est pas simple, donc on a prévu quelques photos et pour vous faire une petite visite guidée à travers les images que vous allez découvrir. Et pour revenir un peu à cette exposition et pourquoi cette exposition au Centre Pompidou, Abbas Kiarostami, nous l'avions déjà invité, exposé en 2007 autour de ses correspondances filmées avec le cinéaste espagnol Victor Erice. Et nous avions présenté toutes ses installations et aussi une rétrospective de ses films. Les films étaient malheureusement dans un état parfois déplorable, mais c'était la seule façon de les voir à l'époque. Et vous le savez, Abbas Kiarostami nous a malheureusement quittés il y a 5 ans. Ça nous tenait vraiment à cœur. À l'occasion de la restauration de l'ensemble de ces films par MK2, le producteur Marine Karmitz et ses fils. Ça nous tenait à cœur de lui rendre hommage. C'est donc la première fois au Centre Pompidou que nous revenons sur l'œuvre d'un cinéaste, mais pour nous, ce n'est pas qu'un cinéaste, c'est un artiste complet, puisque en effet, au-delà des installations que nous avions pu présenter, c'est un très grand photographe, c'est un poète, et ça nous paraissait très important de lui rendre hommage en montrant toutes les facettes de l'artiste qu'il était. Et donc, on a fait en sorte, avec Massoumé, de présenter une exposition. D'abord, cette exposition, et on y tenait beaucoup, elle est en entrée libre, elle est ouverte à tous, elle est dès l'entrée du Centre Pompidou, ce qui permet à tous les visiteurs de pouvoir la découvrir. Et ce qui nous importait aussi, c'est que des visiteurs du Centre Pompidou qui viennent voir une exposition Matisse, qui viennent voir des toiles de Picasso ou de Miro ou d'autres artistes contemporains, qui ne sont pas forcément des cinéphiles, qui puissent découvrir un cinéaste dont ils n'ont jamais entendu parler peut-être. Et donc on a conçu cette exposition avec Massoumé de manière à ce que des visiteurs qui n'ont jamais entendu parler de Kiarostami puissent découvrir un artiste, une œuvre, mais aussi on l'a conçu de manière à ce que les cinéphiles, les spécialistes de Kiarostami, comme Jean-Michel Frodon et Agnès de Victor qui ont écrit ce livre, ou Alain Bergala avec qui nous avions conçu l'exposition originale, enfin l'exposition avec Abbas, puissent découvrir aussi, être surpris et avoir plaisir à re-rentrer dans une œuvre par des biais différents. Voilà. Ben, peut-être que je vais laisser... Oui, Massoumé.
Moi aussi, je veux juste remercier Gianluca d'ouvrir cette porte-là. Ça fait déjà la 3e fois que je viens ici parler de cette nouvelle entrée dans l'œuvre de Kiarostami que nous avons entreprise avec cette exposition au Centre Pompidou, avec la restauration qui a été faite par l'Immagine Ritrovato avec MK2 de l'intégralité de la filmographie de Kiarostami. Et donc, cette fois, c'est très heureux de se dire que l'exposition existe enfin, puisque l'année dernière, on commençait à en douter, tellement elle avait été reportée en raison des circonstances. Et donc, c'est un bonheur de la présenter ici, dans le pays chéri de Kiarostami. Il avait une relation très forte avec l'Italie et avec ce festival. Et Gianluca, comme toujours, en 2 mots, en 2 phrases, dit l'essentiel. L'essentiel, en effet, pour nous, dans cette exposition, était de créer une rencontre avec cet artiste, puisque c'était quelqu'un qui avait en effet une œuvre extrêmement protéiforme, extrêmement difficile à cerner, à définir, et qui était lui-même très regardant sur la présentation de ses œuvres. C'est-à-dire, aussitôt qu'il était question d'installation ou d'exposition, c'était un scénographe très exigeant qui n'hésitait pas à refuser des lieux d'exposition prestigieux parce qu'ils ne correspondaient pas à ses attentes à lui. Et donc ici, pour nous, la responsabilité était grande de comment présenter ses œuvres en son absence. Donc il ne s'agissait pas de se substituer à lui, vraiment pas, mais moi, pour ma part, et vraiment là, avec une grande complicité avec Sylvie, d'être toujours dans cette posture d'interprétation, d'interpréter Kiarostami et de transmettre à ce que tu disais, à cette dimension performative, c'est-à-dire entrer dans le monde de Kiarostami. Et c'est comme ça que finalement ce titre représente bien la démarche qui était la nôtre. Où est l'ami Kiarostami? Ce n'est pas seulement un clin d'œil au titre de son film le plus célèbre, mais il s'agit d'aller à la recherche de cet homme, à la recherche de cet artiste, essayer non seulement de parcourir son œuvre d'une nouvelle façon, mais d'essayer de saisir quelque chose de l'esprit de cet homme qui était un artiste absolument unique et qui reste à travers ses œuvres un monde tout entier qu'il s'agissait d'essayer d'aborder. Donc c'est une promenade, une déambulation dans cette œuvre-là, à la recherche de cet homme-là, mais à mesure que d'autres lieux s'y prêteront peut-être, d'autres personnes voudront accueillir cet homme et son œuvre, il y a 1000 autres déclinaisons possibles. En fait, vraiment, c'est une proposition faite de façon assez aléatoire et de façon tout à fait ludique. C'est-à-dire, je sors là à l'instant, il y a une demi-heure du sous-titrage d'un documentaire sur Abbas Kiarostami, fait par son complice Seyfola Samadian, et encore en voyant ce documentaire, en me plongeant dedans, j'avais encore après l'avoir fréquenté pendant 10 ans, je suis encore saisie par cette dimension extrêmement légère et ludique qu'il avait avec la production artistique. C'est-à-dire il s'agit toujours de se réjouir de ce qu'on crée et de créer dans l'instant avec les possibilités qui vous sont données. Et donc nous, les possibilités qui nous ont été données, c'était celle-ci, c'est-à-dire une difficulté de cerner et de mettre la main sur son œuvre. Autant le cinéma, notamment grâce au travail de MK2, c'est assez délimité. On connaît une filmographie, on a pu restaurer les films, les sous-titrer, donc il y a un ensemble consistant et rigoureux. Mais de son œuvre photographique, les installations, les poèmes, c'est quelque chose de très impalpable. Lui n'a jamais de son vivant eu le souci de confier ses photos, par exemple, à une galerie qui puisse répertorier et puis surveiller la circulation des photos. Il a été extrêmement généreux, il a donné des photos, donc c'est vraiment très difficile. Donc nous, on s'est contenté de ce qu'on a pu, en le faisant dans un geste kiarostamien, de composer avec le présent et avec le possible, de saisir un peu ce qui s'offrait à nous. Et donc l'entrée de l'exposition, ce sont ces portes que vous voyez ici, qui sont une série photographique. En fait, Kiarostami a réalisé de nombreuses séries photographiques qui, souvent, en tout cas dans les dernières, reprenaient des motifs architecturaux. Donc il a une série de portes, une série de fenêtres, une série de murs.
Et Les Portes, c'est une série qui... donc vraiment, il glanait, c'est-à-dire ces photos ont été faites sur une période de 20 ans dans ses voyages. Il photographiait des vieilles portes, des portes abandonnées. Et sans savoir au fur et à mesure ce qu'il en ferait. C'est seulement une fois que la série se complétait, il avait vraiment ce souci de collectionneur, presque de collectionneur d'images, une fois que la série se complétait, qu'il lui donnait une forme, un nom, un esprit, un propos. Et donc ces portes-là n'ont été exposées que 2 fois, une fois au musée Aga Khan de Toronto à l'automne 2015 et une fois à Ankara, vraiment quelques mois avant le décès de Kiarostami, au printemps 2016. Et c'était des portes pour lesquelles il tenait à ce que ça soit des tirages monumentaux, donc vraiment très, très grands, comme vous les voyez ici, et dans des espaces aussi très grands. Donc évidemment, dans la mesure où le Centre Pompidou mettait 1000 mètres carrés grâce à Sylvie à la disposition de cette exposition, c'est par ces portes qu'on entre dans le monde de Kiarostami. Donc dès l'entrée dans ce forum -1, ce sont quelques-unes, pas l'intégralité, mais quelques-unes de ces portes qui nous accueillent et qui sont accompagnées, comme l'avait souhaité Kiarostami lui-même aussi pour le musée Aga Khan, par des poèmes. Donc, ce dont il s'agissait aussi dans cette exposition, c'est de faire sentir vraiment, au-delà d'une information, mais de le faire sentir de l'importance de la poésie dans l'œuvre de Kiarostami. On sait qu'il avait recours à des poèmes, que nombre de titres de ses films ont été empruntés à des poèmes, que lui-même disait des poèmes. Il y a ces recueils de poésie qui ont été traduits en français, en anglais, en italien, publiés. Mais au-delà de cela, il y a vraiment une démarche dans sa production artistique qui est la démarche d'un poète, et il a toujours revendiqué, il a toujours dit, quand on lui demandait de citer ses inspirations cinématographiques, il disait toujours que lui ne venait pas d'une lignée de cinéastes, mais de poètes. Et donc ce rapport à la poésie, cette façon de créer de la poésie à travers la multiplicité des formes artistiques qu'il a choisies, est vraiment le fil conducteur de cette exposition. C'est-à-dire, on va vous le dire, l'exposition se décline en fait sur 13 chapitres, sur 13 parties, et chacune de ces parties donne un rapport différent à la poésie. Et dans cette première partie, dans ces portes d'entrée dans l'exposition, c'est un rapport extrêmement quotidien qu'il avait à la poésie. Donc nous avons reproduit sur les murs des poèmes qu'il griffonnait lui-même, des poèmes qu'il disait et qu'il griffonnait. Et nous avons même, est-ce que tu l'as ? Voilà. Et nous avons aussi, pour montrer son rapport très ludique à la poésie, transformé un poème en marelle, puisque ces portes, en fait, constituent comme un quartier, comme un dédale de rues. Et au sol d'une de ces rues, il y a ce poème de Kiarostami qui est 10 marches, un palier, 10 marches, un palier, 10 marches, un palier, personne n'a ouvert la porte. Ce poème-là, on l'a décliné parce que le rythme s'y prêtait très bien. On a un jeu de marelle qui vous permet en fait de monter en français et de redescendre en persan. Donc c'est une marelle bilingue qui donne aussi à sentir le rapport très ludique qu'avait Kiarostami à la poésie. Les poèmes, c'était presque pour lui comme des devinettes ou comme des blagues. C'était quelque chose donc c'était aussi une façon de comprendre que ce n'est pas un rapport sacré ou sacralisé à la poésie, mais un rapport extrêmement quotidien. Et donc ça, c'est l'entrée qui nous fait arriver jusqu'à la voiture. Tu peux peut-être présenter ce module-là ? Oui, donc dans l'idée aussi d'avoir un rapport à un large public, l'idée c'était d'amener la voiture d'Abbas Kiarostami, enfin un modèle identique, au cœur du Centre Pompidou. Et la voiture qui était le fidèle compagnon de Kiarostami. Il a, dans cette voiture, beaucoup filmé. On connaît évidemment Ten, mais il a filmé aussi la voiture dans de nombreux films. Et il a aussi photographié. Et il pouvait quitter Téhéran pour aller dans la campagne iranienne pour photographier, pour penser, pour aussi s'imprégner du paysage qu'il aimait tant.
L'idée était donc de permettre aux visiteurs de s'installer dans la voiture, de s'installer à la place d'Abbas Kiarostami, à la place de ses passagers, et à travers l'autoradio, d'écouter le son d'un montage de films que nous avons concocté, Massoumé et moi, d'une 30aine de minutes, des extraits des films les plus importants, on peut dire des chefs-d'œuvre aussi de Kiarostami, la Palme d'Or, de tous ces extraits de films qui montrent ce travail à travers la voiture. Tu veux tu veux continuer avec les graphismes ou tu veux que je le fasse? De la voiture, donc des portes à la voiture, on continue, on chemine dans l'espace. Hop, j'ai fait une bêtise. Voilà, donc un autre point de vue qui nous amène à des affiches qui pourraient être sur un mur d'une rue, qui sont donc les débuts de Kiarostami. Peu de personnes ne savent que Kiarostami a débuté par le graphisme. Il a fait des études d'art et pour se destiner peut-être à la peinture. Et du coup, il a... je ne sais pas si vous voyez bien les affiches, mais il a réalisé un certain nombre d'affiches pour ses propres films, comme pour aussi les films d'autres ou pour des manifestations type festival. Il y a une affiche, je ne sais pas si vous la voyez ici, et je ne pense pas que... Non. On n'a pas voulu faire non plus vous montrer 100 000 photos. Le temps nous est un petit peu compté, mais il y a une affiche que moi j'adore, il a réalisé pour un film qui s'appelle Le costume de mariage, et il a eu la belle idée de présenter sur l'affiche, c'est celle que vous apercevez en marron, simplement un costume avec le titre du film qui est l'étiquette du veston. Et ça... Ah oui, on peut zoomer. Et ça, voilà, on est dans les années 70 et on voit déjà la patte d'un artiste, d'un graphiste, d'un poète, parce que c'est aussi très poétique, c'est certainement pas commercial, et c'est ce qui nous a intéressés. Il a aussi, on est fin des années 60, début des années 70, il travaillait pour un institut de pédagogie pour la jeunesse, le Canoun, et pour cet institut, il illustrait aussi des livres pour enfants. Là, vous pouvez voir face à vous un livre que l'on a présenté, et où on est en 1969, et ce livre magnifiquement illustré a la particularité de montrer déjà ce que pouvait être Abbas Kiarostami. Déjà, voilà un homme qui prend les enfants pour des égaux. Il ne fait pas un livre pour enfants, il n'illustre pas de manière... je ne sais pas, je ne vois pas d'autre terme que de dire cuculapraline, mais je ne sais pas en italien ce que c'est cuculapraline, mais enfin un peu condescendant, un peu se mettant vraiment très bas par rapport aux enfants. Là, pas du tout. Il y a déjà la peinture, il y a déjà le jeu, puisque vous ne le voyez peut-être pas ici, mais il joue aussi sur le graphisme de l'écriture, et il y a déjà ce côté que moi j'ai découvert aussi avec Massoumé, et grâce à Massoumé, ce côté facétieux, ce côté un peu espiègle, et qui fait que les enfants le reçoivent complètement. Et ce graphisme, ces illustrations, ces affiches l'ont conduit aussi... l'ont conduit aussi à l'image en mouvement, au cinéma, en réalisant des génériques de films pour ses propres films, mais aussi pour les films d'autres, où là aussi il a pu jouer, donc il en a réalisé un certain nombre. On peut voir le générique qui est à droite,
qui est... on perçoit, quand le générique débute, on perçoit voilà, des dessins. Et plus on avance, plus on s'aperçoit que ces dessins sont des tatouages sur des corps humains. On a au centre un générique qu'il a réalisé assez tardivement. 2008. Pour un jeune cinéaste, c'est dire, voilà, Abbas Kiarostami était un grand cinéaste reconnu dans le monde entier, mais un jeune cinéaste lui demande de réaliser son générique de film et il le fait pour, là aussi, pouvoir jouer, pouvoir inventer, pouvoir créer et nous donner une proposition que l'on présente ici où Abbas Kiarostami, j'ai mis du temps à comprendre comment il l'avait fait, ce générique, écrit, on voit une main écrire sur un papier transparent et en fait on montre aussi en quelque sorte le making-of où on voit que Kiarostami écrit tout à l'envers. Enfin, le troisième générique que l'on présente dans cette exposition, c'est pour son propre film Shirin, où il reprend une miniature persane classique et où il inscrit le générique juste en haut de manière très discrète et c'est magnifique. Dans cette salle, chaque fois je me trompe. Peut-être qu'on passe à... Non. Non, on peut j'enchaîne si tu veux. Donc les génériques à la fois ont été l'entrée de Kiarostami dans le cinéma. C'est parce qu'il a commencé à travailler au Kowloon en tant que graphiste, donc en faisant des affiches, des livres pour enfants, enfin des illustrations de livres pour enfants. Et on lui a proposé donc en 69 de créer ce département cinéma qui a été pour lui un cadeau inespéré et une occasion assez unique dans l'Iran de cette époque d'avoir un laboratoire de cinéma avec une carte blanche totale sur le plan artistique. On lui mettait des moyens à disposition, des moyens dont il n'a jamais abusé, c'est-à-dire que lui très vite a commencé à faire un cinéma finalement indépendant ou ce que lui appelait plus tard un cinéma fait avec son argent de poche. Et vraiment dès le départ c'est ça, il avait tous les moyens qu'il voulait, hormis dans un court-métrage où il s'est forcé à mettre des plans d'hélicoptères et de grues. Dans tout le reste, il a très vite compris que ce qu'il préférait, lui, c'est de faire le cinéma avec un minimum de moyens. Et donc ce Kowloon, qui est devenu son lieu de création, mais aussi là où il a insufflé la dynamique pour créer une nouvelle vague, en compagnie d'autres cinéastes iraniens, la nouvelle vague du cinéma iranien. Ça a commencé par ces génériques. Mais dans la façon dont on le présente ici au Centre Pompidou, là je dois dire que Sylvie a vraiment grandement œuvré pour cet aspect. On insiste sur le fait que Kiarostami lui-même n'a jamais voulu rentrer dans ces questions de nomenclature, de qu'est-ce qui est du cinéma, qu'est-ce qui est de la photographie. Et plus c'est allé avec le numérique et plus il s'est encore éloigné de ces considérations-là. Et son rapport à la photographie aussi a été à ce titre-là un rapport complètement détaché des questions de reconnaissance institutionnelle et artistique. Et au Centre Pompidou, donc nous avons un troisième co-commissaire qui est Florian Epner, qui est le conservateur photo du Centre Pompidou. Et ici, c'est les génériques que vous voyez et les photos encadrées que vous avez vues dans l'image suivante se trouvent dans la galerie de photographie. Et cette porte vitrée qui sépare l'espace du cinéma et l'espace de la photographie, c'est vraiment Sylvie qui a permis de pousser cette porte et de faire disparaître en fait ces cloisonnements entre non seulement les départements du Centre Pompidou, mais aussi sur cette nomenclature artistique pour, à la façon de Kiarostami, créer cette circularité-là et ce mélange-là. Et donc, dans la galerie de photographie, on présente des génériques de films. On présente une collection de photos, qui est la collection de Marin Karmitz. Là aussi, on n'a pas eu recours au puits sans fond que constituent toutes les séries photos qu'a faites Kiarostami, mais on s'est contenté d'une collection qui est celle détenue par son producteur et complice de longue date, Marin Karmitz. Et ici, nous avons mis en regard ces photos
avec des poèmes que Abbas Kiarostami disait lui-même, et où il était très regardant sur la mise en page des poèmes. Là aussi, c'était vraiment une œuvre de graphiste pour lui, la façon dont ces poèmes étaient présentés. Et là, ce que nous donnons à voir dans cette galerie, c'est la façon dont ces poèmes sont des poèmes extrêmement visuels. Très souvent, il s'agit d'un instantané visuel. Et ces photos, en fait, c'est la façon dont il cadre le paysage est très proche de la façon dont il cadre un poème. Et donc là, on donne à voir cette dimension-là du dialogue entre ces images et ces poèmes. Et toujours dans cette galerie de photographie, on présente un film, qui est un film qu'il a réalisé lui-même, qui s'appelle Roads of Kiarostami, qu'il a fait à la demande, enfin sur commande d'un festival en Corée, qui est un film presque exclusivement réalisé à partir de photos au banc-titre. Et donc c'est un film où on entend la voix d'Abbas, Abbas qui parle de la notion de chemin et de route dans la poésie classique persane, pas seulement classique, aussi moderne persane, sur des photos de route et de chemin qu'il a faites lui-même. Donc là, on a en une œuvre cette dimension à laquelle on tenait à faire allusion, qui est l'absence de frontières entre la photographie, le cinéma et la poésie. Et puis, en sortant de la galerie photo, donc on arrive devant cette installation-là, qui est la seule partie de l'exposition que nous avons commandée à un artiste autre, que nous avons demandé à un artiste de porter un regard sur l'œuvre de Kiarostami. Et donc, c'est un dramaturge, un metteur en scène iranien qui s'appelle Amir Reza Koestani, qui travaille beaucoup en Europe, qui présente ses propres pièces, mais qui fait aussi beaucoup de mise en scène de théâtre et d'opéra, notamment en Allemagne, mais aussi en France dans l'année qui vient. Et on a demandé à Koestani de faire une proposition sur un film que nous avons présenté ici avec Gianluca, qui s'appelle Cas numéro 1, Cas numéro 2, qui est un film absolument historique, unique, où Kiarostami est en pleine révolution, alors que le cinéma s'est complètement arrêté en Iran, en 1979, évidemment, dans l'embrasement du pays, toute production artistique et notamment, bien sûr, toute production cinématographique s'était arrêtée. Et pourtant, Kiarostami a continué un projet qu'il avait commencé avant la Révolution, au cours de l'année 78-79. Et il a continué de faire ce film-là. C'est un film où il tend son micro et filme tous les acteurs de la Révolution iranienne. Et donc, Amir Reza Koestani, ici, fait une installation absolument remarquable qui fait partie des dimensions les plus relevées, en fait, dans cette exposition, où il donne à voir le recul que l'on a aujourd'hui sur ce film-là, le recul historique qui fait de ce film un document extraordinaire, puisque Kiarostami présente une sorte de dilemme moral relatif à l'éducation. Et il ne le présente pas seulement aux parents des élèves qu'il montre dans son film, mais il le présente à toutes les personnalités de la révolution iranienne. Sauf que quand les spectateurs de Bologne ou de Paris ou de New York voient ce film, ils se rendent compte que c'est un document extraordinaire sur une révolution, mais ils ne savent pas forcément qui sont ces personnes que Kiarostami ose aller filmer en pleine révolution, quelle est leur histoire. Et donc Koestani, ce qu'il fait ici, c'est qu'il présente 7 des personnalités de ce film dans une sorte d'avant-après. Donc là aussi, dans une simplicité apparente et une espièglerie très kiarostamienne. Il fait un avant-après. Donc, qui sont ces personnalités au moment où Kiarostami les filme? Donc là, vous avez un écran qui présente l'extrait du film de Kiarostami où cette personne parle et donne son avis sur la délation. Et la dernière photo de cette personne. Donc il se trouve que parmi cette personne, il y en a qui ont été exécutés 2 ans après. Il y en a qui sont devenus des grandes figures de la répression islamiste de ce que cette révolution est devenue, la façon dont elle a été confisquée. Il y a des femmes qui se présentent tête nue à l'image et qui, 2 ans après, vont être congédiées de la télévision par la même personne qui leur donne la réplique dans le film.
Donc il a fait cette espèce d'avant-après en présentant d'une part l'extrait de film, d'autre part la dernière image disponible de cette personne et une toute petite nodule biographique qui raconte en fait le devenir de cette personne au cours des 40 ans qui se sont écoulés depuis le film de Kiarostami. Et c'est vraiment une installation remarquable, à la fois dans ce qu'elle donne à voir du génie de Kiarostami, qui en pleine révolution, au lieu de hurler avec les loups, prend un pas de recul et tend un miroir à ces gens qui sont très sûrs d'eux-mêmes et de la légitimité de leur rôle dans cette révolution, et aussi dans la proposition artistique que fait Koestany lui-même en finalement faisant à la manière de Kiarostami, c'est-à-dire lui non plus, ne portant pas de jugement, en prenant un peu de recul, en disant juste avant-après, voilà ce que cette révolution est devenue. Donc c'est vraiment une œuvre très forte et qui aussi, ça fait partie aussi des choses qui sont un peu inconscientes pour nous, mais qui donne, c'est très visible quand je vois ces deux images l'une à côté de l'autre, la prochaine image que Sylvie va vous montrer, qui procède aussi de cette figure d'accumulation qu'on voit beaucoup dans l'œuvre de Kiarostami, dans ses photos, donc les portes, les escaliers, mais aussi les visages. Il y a vraiment beaucoup cette présentation en galerie qui est apparue dans cette exposition. Et ici, nous avons joué à ce jeu-là avec Shirin. Shirin est un film que Kiarostami a réalisé à une époque où il ne pouvait plus travailler. Je me souviens de cette conversation qu'il avait avec Bernardo Bertolucci en Italie au moment du tournage de Copie Conforme. Un jour, on est allé chez lui. Et dans la grande souffrance physique où était Bertolucci, il lui disait à quel point il se sentait empêché, il se sentait privé de cinéma et il souffrait de cette privation. Et Abbas, c'est vraiment avec une générosité et un rapport très fraternel de lui dire « mais on ne peut jamais nous empêcher de travailler. Rien ne peut t'empêcher de travailler. Moi, je suis en train de tourner un film dans le sous-sol de ma maison. Tu peux le faire toi aussi. Fais un film dans ta maison. Vraiment, si tu as mal, si tu ne peux plus faire ce que tu faisais, continue, fais un film chez toi. » Et donc ce film que Kiarostami a fait chez lui, c'est un film non seulement qu'il a fait dans une pièce avec 3 chaises, une caméra et 2 assistants, mais il a fait défiler toutes les femmes du cinéma iranien dans son sous-sol. Pendant des mois et des mois, ces femmes-là ne savaient pas ce que Kiarostami était en train de fabriquer. Le bruit courait simplement qu'il demandait à toutes les actrices qui le souhaitent d'aller chez lui. Et donc il y a 112 femmes qui sont allées passer quelques minutes sur ces sièges, dans ce sous-sol. Et Kiarostami lui-même, encore une fois, comme je vous le disais à propos des portes, à propos des escaliers, et là aussi, il collectionne comme ça des visages de femmes sans savoir encore ce qu'il en fera. Donc il colle une feuille de papier en dessous d'une caméra numérique et il demande à ces femmes de regarder cette feuille de papier et de projeter leur propre film, leur propre histoire, leurs propres souvenirs, heureux, malheureux, sur cette feuille blanche. Et donc ces femmes, dans ces femmes, il y a des grandes actrices de l'époque de la Révolution dont la carrière a été brisée. Du jour au lendemain, elles se sont retrouvées interdites d'image. Il y a des actrices qui, après la Révolution, ont fait de grandes carrières dans le cinéma plus ou moins autorisé ou plus ou moins indépendant iranien. Il y a des petites actrices en devenir qui deviendront des stars internationales, comme Golshifteh Farahani, comme Leila Khatami. Il y a Juliette Binoche qui est de passage à Téhéran et à qui Abbas dit « mais toi, tu ne veux pas venir t'asseoir aussi ?» Et donc, ces 116 femmes regardent une feuille blanche et racontent ce qu'elles veulent à travers leur visage. Et Kiarostami a fait un long métrage entier qui s'appelle Shirin, qui est uniquement sur le visage de ces femmes. Donc il a d'abord fait un court-métrage pour le Festival de Cannes avec le son du Roméo et Juliette de Zeffirelli. Et après, il a décidé, pour des histoires de droit, de créer une bande-son lui-même, qui est une bande-son inspirée d'une épopée de la poésie classique persane, qui est l'histoire d'un amour triangulaire, donc une sorte de Roméo et Juliette iranien. Et il a fait jouer toute cette bande-son, donc c'est un film uniquement sonore, sur le visage de ces femmes. Et il a fait un montage à l'envers. Au lieu de mettre des sons sur des visages, il a mis des visages sur une bande sonore. Et donc, quand vous voyez ce film, que je vous invite vraiment à voir,
vous avez l'impression de voir le film de Shirin et Khosrow, donc cette épopée et cette tragédie amoureuse, mais en fait, vous ne voyez que des visages de femmes. Donc pour un réalisateur dont on a dit qu'il s'est intéressé qu'à des hommes et qu'il n'y a jamais de femmes dans son cinéma, là, pour le coup, vous avez 112 femmes en un film et vous ne voyez que ces femmes-là, et Kiarostami lui-même adorait ce film, puisqu'il disait, en fait, c'est pas moi qui l'ai fait, et que cette intimité que me donnent ces femmes-là, cette ouverture sur leur vie personnelle et intime qu'elles me donnent, jamais je n'aurais pu la voir dans un film ou même dans l'expérience de ma vie d'homme. Et donc, il était très, très attaché à ce film qu'il pouvait voir des dizaines de fois. Et nous, ici, plutôt que de le présenter comme un film, nous le présentons comme un mur d'écran. Donc, nous en avons choisi 30, mais on peut en avoir jusqu'à 100 si le mur était plus grand. Et ces 30 femmes regardent toutes dans la même direction. Elles regardent une autre femme en train de devenir. C'est une petite fille que Kiarostami a filmée en Italie, sur une plage des Pouilles. Alain Bergala lui a demandé pour une exposition à la Cinémathèque de Paris de faire un film sur la chevelure féminine. Ça s'appelait Brune Blonde, l'exposition, et donc il a demandé à un certain nombre de cinéastes, 7 il me semble, de faire un court-métrage sur la chevelure féminine. Kiarostami, qui a plus d'un tour dans son sac, ne va pas traiter de la question du voile ou des femmes iraniennes, etc. Il est en Italie, comme souvent quand il le peut. Il est dans les Pouilles et sur une plage, il passe une annonce en disant « Nous recherchons des petites filles pour un film ». Et donc débarquent toutes ces petites filles qui rêvent de devenir stars de cinéma. Kiarostami plante sa caméra et fait défiler ces petites filles. Et donc, il leur dit, voilà, tu veux devenir actrice? Ah oui, bon, ça aussi, on aurait bien aimé vous le montrer, c'est un film court. Et donc, elles ont toutes très envie de devenir actrices, elles ont toutes des étoiles dans les yeux, jusqu'à ce que Kiarostami, à travers son interprète, leur raconte l'histoire du film. L'histoire du film, c'est que toi, petite fille, tu as de très beaux cheveux, mais ton amie est jalouse de tes cheveux. Donc, la nuit, pendant que tu dors, elle va venir te couper les cheveux. Et là, la petite fille dit non, mais c'est du cinéma, c'est pas pour de vrai. Il dit si, c'est pour de vrai, mais c'est pas grave, ça repousse. Et là, la petite dit non. Et on voit se succéder toutes ces petites filles magnifiques, avec un grand désir de cinéma, qui disent devenir actrice, oui, mais si on touche à mes cheveux, non. Et donc, on a appelé cette installation Pas un seul de mes cheveux, Femme de cinéma, pas un seul de mes cheveux, puisque toutes les femmes qui regardent cette petite fille sont des femmes qui, aujourd'hui, pour pouvoir apparaître sur une image en Iran, sont obligées de cacher leurs cheveux. Aujourd'hui, en Iran, vous n'avez pas le droit d'apparaître à l'image, même si vous n'êtes pas iranienne, même si ce n'est pas du cinéma, peu importe. Une femme iranienne ne peut être montrée que si ses cheveux sont couverts. Et donc, cette interaction entre la féminité vue par Kiarostami nous paraissait un rapprochement pertinent, et donc ça se fait aussi à travers cette galerie qui nous permet ensuite d'enchaîner sur la question du regard, puisque oser faire un film entier simplement sur des regards est quelque chose dont on peut avoir la résonance dans l'œuvre de Kiarostami par ailleurs. Donc tu veux parler de ça ? Et là, on a aussi joué sur les mélanges photos et extraits de films. Donc, dans ce module autour du regard, Kiarostami, comme il l'a fait pour les escaliers, pour les portes, pour les fenêtres, dans ses photographies, aimait aller dans les musées et photographier les visiteurs regardant les toiles, les tableaux, et aimait aussi beaucoup, et on le voit dans son cinéma, mais on le voit aussi dans ses photographies, aimait beaucoup les reflets. Les reflets, vous connaissez ces films, il y a souvent des séquences, les personnages sont dans la voiture et se reflètent sur le pare-brise et les fenêtres de la voiture. Je pense à Tokyo dans son dernier film, mais aussi Copie conforme. Et par rapport à Copie conforme, on a aimé rapprocher l'extrait du film de Juliette Binoche montrant une peinture et se reflétant elle-même dans cette toile en Italie, à côté d'un Manet
où, je ne sais pas si vous le voyez, oui, vous le voyez bien, où on voit aussi des reflets. On l'a présenté aussi à côté d'une autre photographie, une photographie qui est une mise en abîme, puisque là, Kiarostami photographie des visiteurs regardant une peinture de Leroux, qui lui-même a peint des visiteurs dans la galerie du Louvre, regardant les chefs-d'œuvre du Louvre. Et en sélectionnant avec Massoumé et Florian ces photos, on a pu voir combien Kiarostami jouait là aussi, comme il l'a fait toujours dans son cinéma, avec le vrai et le faux. On a pu voir qu'il a pu, et c'est très clair dans le Manet, qu'il a pu lui-même ajouter des reflets, ajouter des personnages. Et il a aussi beaucoup aimé jouer avec le peintre Monet, pardon, je reviens. Donc vous voyez cette immense photo qu'on a aimé avec Florian présenter sur 3 mètres de haut et quasiment 4 mètres de large. Voilà, c'est la toile de Monet célèbre avec ses coquelicots. Et Abbas y ajoute cette vache qui nous regarde avec tendresse. Et moi, j'étais surprise parce que j'ai toujours pensé que cette photo était immense. Et Kiarostami, pour la petite histoire, a offert la photo à Massoumé. Et Massoumé a chez elle la photo originale, qui est en fait une petite photo. Et c'est toute une série en fait qui s'appelle Monet et moi, qui est à ce jour inédite. Elle n'a été présentée nulle part, mais ça fait partie des séries qu'il a tenu à achever sur son lit d'hôpital. Il a vraiment terminé cette série-là aussi, où c'est toute une série de toiles de Monet où il a fait des photomontages. En fait, c'est des photos de lui superposées sur des toiles de Monet, nous en présentant 2 dans l'exposition. Oui, on verra l'autre à la fin de l'exposition. Donc on enchaîne avec un autre module que l'on a intitulé l'irrépressible mouvement de la vie, où là on revient au cinéma d'Abbas et au cinéma dès le premier film que l'on voit sur la première image, le premier écran, qui est Le pain et la rue, son premier court-métrage que nous montrons là dans l'exposition intégralement. Il dure une dizaine de minutes et il présente déjà ce que Abbas voulait faire contre tous, puisqu'il tourne un film en plein midi, en plein soleil. L'histoire du film est un petit garçon qui revient à midi avec du pain pour rentrer chez lui. Et ce petit garçon va croiser sur son chemin un chien qui lui fait très peur. Et comment va-t-il... Kiarostami nous montre comment ce petit garçon va trouver la solution, l'astuce pour pouvoir arriver avec son pain chez lui. Et ce qui montre aussi, et dans ce module, nous montrons à la fois les films de Kiarostami qui sont dans le mouvement, mais aussi il a toujours très souvent présenté des enfants ou des personnages qui étaient empêchés et qui trouvaient la solution. Il a réalisé, et on en a présenté un extrait, un film d'ailleurs qui s'appelle Solution. Non, il n'y a pas la photo, mais... je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir ici. Nous avons joué aussi, scénographiquement parlant, à présenter ces grands écrans, ces extraits de films en zigzag, pour reprendre le zigzag du film Où est la maison de mon ami, ce fameux chemin qu'on voit dans le module du graphisme, puisque c'est lui qui a réalisé l'affiche avec ce chemin, et dont on sait que ce chemin, c'est lui qui l'a fait réaliser. Ce chemin en zigzag sur cette colline n'existe pas.
Et le visiteur est amené donc à entrer dans tous ces films du début de la carrière de Kiarostami au Kanoun, ces films qui sont absolument méconnus et que là, on a la chance de pouvoir redécouvrir au cinéma, mais aussi en DVD. Il y a de très beaux coffrets DVD qui les rassemblent. Donc, pouvoir arpenter les différents films jusqu'à arriver au dernier écran où on présente un extrait de « Où est la maison de mon ami ». Est-ce qu'on monte les escaliers aussi peut-être avant de faire le centre on peut, ou pas je ne sais plus comment j'ai fait ça. Voilà. Donc, oui, en effet, c'est une exposition qui vraiment met le visiteur à contribution, hein, comme le cinéma de Kiarostami l'a toujours fait. Et c'est très heureux de voir qu'en fait, les visiteurs, très souvent, viennent dans cette exposition et s'y installent. S'assoit par terre à côté de la voiture, parce qu'à cause du Covid, on ne peut pas aller dans la voiture, ou revoit et se promène et s'approprie et passe derrière les écrans. C'est vraiment une exposition qui est habitée par les visiteurs, et c'était tout notre désir et toute notre ambition de permettre aux spectateurs aussi d'être dans ce rapport de communication, d'interaction, d'appropriation de l'œuvre de Kiarostami, et pas être dans un rapport qui a toujours été malheureusement un peu entretenu peut-être aussi par la critique occidentale de son cinéma, qui est comme ça un cinéma un peu froid, un peu intellectuel, un peu festivalier. Au contraire, Kiarostami est vraiment un artiste et une œuvre très abordable et avec laquelle on peut entrer dans ce rapport d'appropriation et de jeu, et l'exposition s'y prête. Donc là, on n'a pas les photos des visiteurs, mais on voit beaucoup d'enfants dans cette exposition qui jouent, qui font des jeux d'ombre avec les écrans, qui circulent. Et là, en l'occurrence, pour cette idée du mouvement, qui est vraiment la quintessence du cinéma kiarostamien, les spectateurs eux-mêmes défilent entre les écrans. Et les écrans, en fait, sont recto-verso, c'est-à-dire vous pouvez voir l'image dans les deux sens. Ils circulent, et en circulant, ils arrivent donc à ce dernier chemin que le personnage de Où est la maison de mon ami, Ahmad Pour, parcourt pour arriver dans le village de Pocheté, où il cherche son ami. Et arrivé dans ce village de Pocheté, nous-mêmes, nous avons été saisis par le fait de voir un escalier en pierre, donc film tourné en 87. Cet escalier en pierre qui ressemble étonnamment à une série d'escaliers que Kiarostami a tourné dans les années 2000, qu'il a photographié dans les années 2000, donc 20 ans après, beaucoup en Italie. Et donc là aussi, il avait cette série qui pour lui devenait une obsession. Il avait vraiment un rapport assez particulier à la photographie. Et donc cette série d'escaliers qu'il photographiait, et puis il disait toujours, je ne sais pas quoi en faire, je ne peux pas encore faire un livre d'escaliers, ça n'a pas de sens, je vais les montrer à Marine, ou alors qu'est-ce qu'on en fait? Et puis un jour, tout d'un coup, quand je l'appelais en Iran, il m'a dit, mais je suis très heureux parce que je sais quoi faire de mes escaliers. Et ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, il était enfermé chez lui et il disait « Je suis très heureux avec mes escaliers ». Et pourquoi il était très heureux avec ses escaliers? Parce qu'il a décidé de faire de cette série de photos un film. Donc c'est l'avant-dernier film qu'il a fait, qui s'appelle « Take Me Home ». Et il a créé un film où on voit un petit garçon laisser un ballon derrière une porte. Donc les ballons, là aussi, ça vient depuis son premier film. Il y avait un ballon, jusqu'au passager qui est presque exclusivement autour du foot. Et ce ballon... Aussitôt que la porte est refermée, comme tous les personnages empêchés, là le ballon non plus ne va pas s'arrêter à cet obstacle et repart dans l'escalier. Donc ça, il a filmé ce plan-là, et tout le reste, c'est du trucage numérique où il fait se succéder toute sa série photographique d'escaliers avec ce ballon qui se déplace sur cet escalier, qui entreprend comme ça une marche musicale sur ces escaliers. Et donc ici, on les présente en regard, donc au bout de cette grande galerie où se succèdent les écrans, on arrive à ce coin où d'un côté sont présentées 12 de ces photos d'escaliers, et de l'autre côté, dans des dimensions identiques sur un écran, le film. Donc on voit encore une fois comment Kiarostami n'hésite pas à passer de la photographie au cinéma et fait cinéma et de tout bois, de toute matière.
Et à ce titre-là, il faut dire que l'apparition du numérique a été dans la vie de Kiarostami une délivrance et un événement extraordinaire. Enfin, s'il avait travaillé 20 ou 30 ans plus tôt, je ne sais pas quelle aurait été sa trajectoire artistique, mais là, lui qui avait toujours besoin d'expérimenter, lui qui avait toujours systématiquement besoin de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, c'est vraiment l'outil numérique qui lui a permis de le faire et puis de ne pas cesser en fait d'inventer et de prendre une autre direction, lui aussi, de s'échapper des obstacles qu'on essayait de lui créer. Et cette déambulation, donc voilà, là où on voit les deux, et cette déambulation finalement nous mène au cœur de l'exposition. Ça, c'est vraiment très important aussi du point de vue spatial d'être au cœur de l'exposition, d'arriver à la maison de Kiarostami. Donc le chemin se mène inévitablement à la maison de Kiarostami. Et là, c'est une dimension biographique qui est très importante, c'est que Kiarostami, malgré toutes ces transformations dans sa vie, il est passé d'un graphiste travaillant de façon assez ouvrière, artisanale. Il avait vraiment ce rapport-là à sa production. Il devient un cinéaste mondialement reconnu. Son pays traverse une révolution. Il est très empêché de travailler. Il connaît un divorce difficile, mais malgré tout cela, toutes ces révolutions qui ont eu lieu dans sa vie, et il a souvent dit que la seule révolution qu'il a traversée, ça n'a pas été la révolution iranienne, mais qu'il en a eu d'autres. Malgré tout cela, il est toujours resté fidèle à sa maison. Pour lui, le centre de son existence, c'était sa maison. C'est une maison qu'il a fait construire au début des années 70 dans un quartier qui, à l'époque, était un quartier périphérique qui maintenant est en plein Téhéran. Et cette maison qu'il a fait construire, ça a toujours été son lieu de création, son lieu de vie. C'est-à-dire si aujourd'hui Kiarostami finissait de travailler à Tokyo, à Lucignano, à Paris ou à Toronto, le lendemain, il était chez lui. Vous ne pouviez pas lui faire rester un jour de plus partout dans le monde où il était. Il fallait qu'il retourne chez lui. Il retournait dans cette maison, et dans cette maison, il avait un entresol qu'il avait transformé en atelier. Et tout ce qu'il a créé, que ce soit les scénarios qu'il a écrits, les poèmes qu'il a écrits, les entretiens qu'il pouvait faire avec des gens, tout le travail numérique qu'il a fait sur ordinateur avec des assistants. Il était menuisier, il faisait lui-même le cadre de toutes ces photos. Tout ce travail-là, pendant 40 ans, ça s'est fait dans ce sous-sol. Et ce sous-sol, pour lui, c'était vraiment sa maison, c'était son lieu. Il était amoureux de ce sous-sol au point de créer un poème pour lui. Et il avait accroché au mur de son sous-sol ce poème-là. Et donc nous, ici, on l'a reproduit. Et donc c'est dans la reproduction de ce sous-sol qu'on a reproduit en montrant en fait les murs de briques. Je ne sais pas si on a une photo de ça. On arrive dans ce sous-sol et on y arrive c'est dans ce sous-sol aussi qu'il a tourné Chirine. Et donc nous aussi, on s'installe sur les chaises bleues où il donne une illusion de salle de cinéma dans son sous-sol. Et nous, sur ces mêmes chaises bleues, on découvre le documentaire dont je vous parlais, le documentaire de Samadian, enfin un montage qu'il a fait plus précisément lui-même entre ces images-là et d'autres images de making-of de ses films, de moments où on le voit justement travailler dans son sous-sol. Donc cette façon extrêmement particulière et peu conventionnelle qu'il avait de créer et de produire. Donc on a commandé à Seyfollah Samadian ce film de montage où justement on le voit travailler. Donc là aussi, les visiteurs viennent, s'installent sur ces chaises dans cette recréation du sous-sol de Kiarostami et découvrent sa façon de travailler. Et en fait, cet espace qui est censé représenter l'intimité, la maison de Kiarostami, c'est un triptyque. Il y a 3 salles. Donc la salle centrale, c'est son sous-sol. Et cette salle ouvre sur 2 autres salles qui sont toutes les 2 consacrées au rapport viscéral qu'avait Kiarostami à la poésie. Et donc là, on présente vraiment des travaux qui, là, pour le coup, ne sont pas du tout connus en dehors de l'Iran et assez méconnus même en Iran, qui a un travail colossal qu'il a fait d'exégèse de la poésie classique persane. Il faut savoir que la poésie classique, c'est vraiment le substrat de la culture iranienne. En fait, ce sont des poètes qui se sont
exprimé au XIIe, au XIIIe siècle, mais dans des livres qui sont des livres qu'on appelle des divans, qui sont des livres que tous les Iraniens autrefois connaissaient par cœur, parce qu'ils ne sont jamais présentés dans le même ordre. Et c'était une sorte de savoir intuitif, séculaire. Et Kiarostami était très conscient du fait que ce savoir-là, cette espèce de corpus sans début ni fin, c'était quelque chose qui se perdait, que dans les nouvelles générations, on connaissait moins ces poèmes-là. Et donc ce que lui faisait de façon vraiment permanente, c'est-à-dire c'était un homme, ce qu'on n'a pas dit, mais que vous avez sans doute deviné à travers la présentation qu'on a faite, c'est que c'était un homme hyperactif qui était incapable d'arrêter de créer. Donc quand il ne faisait pas de cinéma, il faisait de la photo. Quand il ne faisait plus de la photo, il faisait de la menuiserie. Et quand vraiment il ne pouvait plus rien faire parce que c'était la nuit et qu'il fallait essayer de dormir, il faisait de la poésie. Et notamment, il étudiait la poésie. Et donc, il a fait un travail qui est finalement encore un travail de cadrage. C'est-à-dire de la même façon qu'il a cadré tout le paysage iranien dans ses films et dans ses photos, il a cadré toute cette poésie classique persane en sortant des vers brefs. Donc ces poèmes, c'est toujours des poèmes que... je vous dis sans début ni fin, donc c'est des milliers de vers qu'autrefois les gens connaissaient par cœur. Et Kiarostami a isolé ces vers. Il a eu ce rapport-là qu'il avait toujours à la condensation, au résumé. Il aimait beaucoup les formes condensées dans tout, dans le montage de ses films, dans les photographies qu'il a faites. Et dans la poésie aussi, il a décidé d'isoler ces vers et de les publier tels quels. Donc il y a des recueils, il y a une dizaine de recueils que Kiarostami a fait, soit par poète, donc il a fait un recueil des poèmes de Hafez, un recueil des poèmes de Saadi, un recueil des poèmes de Maulana, soit par thème. Il a fait des recueils sur l'amour dans la poésie classique ou moderne, il l'a aussi fait sur la poésie moderne persane. Et il a par exemple un recueil sur la nuit. Il a sorti 2 volumes, et là aussi c'était toujours des objets livres très beaux, puisqu'il soignait, il ne laissait rien au hasard. Donc il soignait de la couverture jusqu'à la présentation de la mise en page. Enfin vraiment c'est lui qui crée l'objet de A à Z. Et donc il a 2 volumes qui s'appellent La nuit du poète. Donc un volume où ce sont des poèmes isolés, des vers isolés sur la poésie classique persane, et l'autre sur la poésie moderne. Et donc nous ici, quand nous quittons cette salle où on est dans son sous-sol, on entre dans un couloir sombre. Donc il faut jouer le jeu des ténèbres, puisque pour lui la poésie était aussi associée aux ténèbres, était associée au moment où il ne pouvait rien produire d'autre que de la poésie. Et on remarque au passage qu'il a toujours été très tenté par le noir dans son cinéma. Nombreux sont les films où il a essayé autant que possible de laisser le spectateur dans le noir. C'est Le goût de la cerise, quand M. Badi va dans la tombe, il y a un noir qui n'est interrompu que par des éclairs. Et dans ABC Africa, il y a une coupure d'électricité, donc c'est ce film qu'il a tourné en Angola. Il y a une coupure d'électricité et Kiarostami filme cette coupure d'électricité et laisse les spectateurs près de 10 minutes dans le noir. Et on sort de ces 10 minutes dans le noir avec la main de Kiarostami qui craque une allumette. Et donc nous, quand on pénètre dans ce couloir noir, on voit la main de Kiarostami craquer cette allumette. Et quand on suit l'allumette, on arrive dans une salle entièrement noire. Donc là aussi, il a fallu l'acharnement de Sylvie Prat pour arriver à obtenir les accords des services de tout genre de sécurité au Centre Pompidou pour avoir une salle complètement plongée dans le noir. Et dans cette salle-là, donc, qui est tapissée de moquettes noires dans le noir, quand vous arrivez là, vous êtes dans le silence, surpris par cette obscurité, et des poèmes apparaissent. Donc l'idée, c'est de les avoir comme des éclairs, là aussi, comme des lucioles. Des poèmes apparaissent qui sont les poèmes que Kiarostami a sélectionnés, donc chez les poètes classiques ou modernes persans. Là, en l'occurrence, donc, ce sont des formes lumineuses dans la version traduite, donc en l'occurrence à Paris en français, et des voix qui disent ces poèmes-là en persan. Donc c'est vraiment ce rapport-là qu'il avait à la poésie. Et le 3e volet de ce triptyque, donc la 3e salle, c'est une salle qu'on a appelée Union et Abandon. Là aussi, ce sont des thématiques essentielles de la poésie classique persane. La poésie classique persane, en fait, c'est des milliers de vers qui, si on devait les caractériser, sont des poèmes d'amour. Ça ne parle de rien d'autre, on pourrait dire, que de l'amour. Or, cet amour, on ne sait jamais à qui il est destiné. On ne sait jamais si c'est un amour mystique.
l'ambiguïté intrinsèque à la langue persane permet de ne rien préciser. Il n'y a ni masculin, ni féminin, ni animé, ni inanimé, ni humain, ni inhumain. Donc l'être aimé, si on a envie d'y voir du mysticisme, on y voit Dieu, mais ça peut être un homme, comme ça peut être une femme, comme je n'ose imaginer quoi d'autre. Mais donc, et donc l'union et l'abandon, c'est-à-dire cette dichotomie entre être avec celui qu'on aime ou être séparé de celui qu'on aime, c'est toute la thématique de la poésie classique persane. Donc c'est pour ça qu'on a appelé aussi cette salle union et abandon, puisque finalement le cinéma de Kiarostami ne traite de rien d'autre systématiquement que de la recherche de cet ami. Où est la maison de mon ami? Mais tous les autres films, finalement, ne traitent que de cet élan. Et le mouvement dont on parlait, c'est toujours aussi un mouvement, un élan vers l'autre. Et toute l'œuvre qu'il a créée lui-même n'a jamais été autre chose que sa tentative de sortir du huis clos de son sous-sol et d'aspirer à l'autre, de donner à l'autre. Donc c'est dans cette salle-là qu'on présente des extraits du dernier film qu'il a fait, qui s'appelle 24 Frames, qui est un film posthume, qui est sorti après sa mort. C'est un film où il ne s'est plus embarrassé de tout ce qui le fatiguait dans le cinéma de fiction. Il n'y a plus de récits, il n'y a plus de personnages, il n'y a plus de tribulations d'enfants ou d'adultes. Il n'y a plus que des films courts qui sont des films où il a joué justement sur... il est parti de photos ou de peintures qu'il a animées. Et ça ne raconte que des histoires d'amour, mais des histoires d'amour jouées par des animaux. Donc on a choisi ici 3 de ces films-là. L'un où ce sont des canards, mon préféré. L'un où ce sont des chevaux. Et son préféré, qu'il avait dédié à Martin Scorsese quand il était venu à Lyon. C'est ce que l'on voit, c'est celui que l'on voit sur l'image là, de sa voiture, photo de sa voiture. Et là où ce sont des mouettes. Et donc ces 3 films-là sont à la fois les films les plus ludiques. Donc encore une fois, on ne voit que des animaux et ce sont des films qu'il a trafiqués. C'est vraiment du bidouillage technique. Et dans ce bidouillage technique, on perçoit, nous, ce qu'il y a de plus profondément poétique, de plus profondément mystique, de plus profondément abstrait dans toute l'œuvre de Kiarostami. Et dans cette même salle, on présente 2 autres œuvres qu'il a produites et qui sont très proches, là aussi, de ce geste mystique. D'une part, c'est sa mise en scène de Così fan tutte pour le Festival d'Aix-en-Provence. À son grand regret, il n'a pu le faire qu'une fois, de mettre en scène un opéra. C'est vraiment, il s'est découvert une passion pour cette approche-là d'une œuvre préexistante. Donc, quand le Festival d'Aix-en-Provence lui a demandé de mettre en scène Così fan tutte, le travail qui a été fait a été beaucoup de lui dire occupez-vous de la musique, ne vous occupez pas du tout du texte, parce que Da Ponte, c'est de la commedia dell'arte, ça n'a aucune, c'est frivole, donc soyez au niveau de Mozart. En gros, on lui disait soyez au niveau de Mozart, oubliez le texte. Et lui, au contraire, il tenait absolument. Donc moi, j'ai dû traduire tout le livret de Così fan tutte en persan et le dire sur la musique. Ça, je voudrais que personne n'entende jamais ça. Et lui, il disait, mais au contraire, ce texte, il n'est pas du tout frivole. C'est très important de dire l'amour est fugace. N'attendez pas de votre femme ou de l'être aimé, de vous vouer fidélité. Et lui, il y percevait du Saadi, du Hafez, il y voyait vraiment de la poésie classique. Et il citait très souvent des poèmes de Hafez et de Saadi. Donc ici, reste avec nous. Donc ici, on présente en fait des extraits de la captation de sa mise en scène de Così fan tutte, mais à la place des surtitres de l'opéra qui traduisent normalement le livret de l'opéra, nous, on met en surtitre des poèmes classiques persans, à la manière de Kiarostami aussi, qui aimait toujours beaucoup les formes technoïdes et l'usage technologique de la langue. Et donc, les surtitres qui défilent sont des poèmes classiques persans. Et la troisième partie, et je vais vite, participe aussi de ce mouvement-là, de ce rapport très ludique et technique qu'il avait, lui, à ces poèmes qu'il avait sélectionnés. Donc, il disait toujours, vous avez la chance d'être d'une génération où il n'y a plus les bavardages de notre époque, où il fallait parler pendant des heures pour séduire une femme. Vous êtes de la génération des textos. Il était fasciné par les textos, par les Twitter, par les sous-titres, tout ce qui était des formes condensées. Il trouvait ça passionnant.
Et le dernier film que Kiarostami était en train de préparer était un film qu'il allait tourner en Chine. Et tout ce film chinois, pour lui, c'était des SMS. C'était des caractères chinois. Donc on voyait à l'écran se former des caractères chinois. Et il était passionné par l'esthétique du SMS. Et donc nous sommes allés au bout de cet élan-là qu'il avait. Donc dans cette salle, Union et Abandon, nous avons 2 écrans, deux tablettes au mur qui représentent 2 écrans de téléphone. Et ces 2 téléphones communiquent uniquement par des poèmes classiques du XIIe siècle que Kiarostami avait sélectionnés, traduits. Donc c'est une conversation amoureuse d'aujourd'hui avec tout ce qu'elle représente d'attente, de malentendus, de textos commencés puis effacés. Donc c'est une communication d'aujourd'hui, mais uniquement avec de la poésie classique du XIIe siècle, qui était finalement toute la démarche de Kiarostami. En fait, il était d'une grande modernité en ayant, lui, cette appartenance très directe à cet héritage culturel, esthétique et mystique qu'est l'héritage iranien. Et donc on sort de cette salle-là pour terminer le parcours et on arrive après les murs, les escaliers, les portes aux fenêtres. Donc on est rentré par les portes et on sort par la fenêtre. Et les fenêtres de Kiarostami, c'est aussi bien, là aussi, une série photographique très peu vue. Il existe un album, mais ça a été très peu exposé. Ce sont des photos qui s'appellent Fenêtres sur vie, où il photographiait toujours des intérieurs très délabrés. Il l'a fait aussi bien en Iran qu'en Italie, mais aussi en Provence, pendant qu'on travaillait sur l'opéra. C'est des intérieurs très délabrés, très sombres, et il y a toujours une fenêtre d'où la lumière et la vie jaillissent. Et c'est ce contraste, donc ces photos-là sont montrées et sont mises ici aussi en regard avec un extrait de 24 Frames que vous voyez ici, qui est également une fenêtre, la fenêtre de sa maison. On sort de sa maison par la fenêtre. Et puis, sur le mur en regard, une autre fenêtre de la série Monet et moi. Et donc, on quitte le parcours par ces fenêtres-là. Formidable, vous nous avez vraiment donné l'envie de voir cette exposition, d'aller tellement en profondeur sur l'œuvre de Kiarostami. Donc, grazie. Non, c'est fini. Non.